3 religieuses ont disparu sans laisser de traces du couvent Santa Maria de Siguanza par une froide nuit de février 1991. La communauté a cherché des réponses pendant des années, mais l'affaire a été classée, devenant l'un des grands mystères de l'Espagne rurale. 32 ans plus tard, lors de la rénovation de l'ancienne bibliothèque du couvent, un maçon a découvert un journal intime caché derrière un faux mur. Ce que révèlent ces pages jaunies non seulement résout le mystère des sœurs disparues, mais dévoile également un secret si sombre que beaucoup dans la petite ville médiévale auraient préféré qu'il reste enfoui à jamais. La vérité, cachée pendant plus de 3 décennies, changera à jamais notre compréhension de ce qui s'est réellement passé cette nuit d'hiver. Avant de poursuivre avec l'histoire des sœurs Lucia Teresa et Maria del Carmen, si vous appréciez les cas mystérieux comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous avons de nouvelles affaires chaque semaine qui vous tiendront en haleine. Retournons maintenant à Siguanza et découvrons comment tout a commencé. Siguanza, une petite ville médiévale de la province de Guadalajara, était alors ce qu'elle est aujourd'hui. Où le temps semblait s'écouler plus lentement avec un peu plus de 5000 habitants, ses rues pavées, l'imposante cathédrale romane et les bâtiments en pierre calcaire créaient une atmosphère qui semblait figée dans le temps. Le froid hivernal du plateau castillan pénétrait jusqu'aux os et les épais brouillards matinaux enveloppaient fréquemment la ville, lui donnant un air mystérieux qui contrastait avec la chaleur de ses habitants. Le couvent de Santa Maria, fondé au Xe siècle, se dressait à la périphérie de la ville, entourée de champs de blé et de coquelicots qui au printemps peignaient le paysage d'un rouge profond. Le bâtiment en pierre grise avec son petit clocher et ses cloîtres silencieux abritait une communauté de 15 religieuses de l'ordre des Carmélites déchaussées en 1991. C'était un lieu respecté par les locaux, connu pour son travail social et pour les délicieuses douceurs que les sœurs préparaient selon des recettes séculaires. Les 3 religieuses qui ont disparu cette nuit de février étaient 3 religieuses partageaient cette vie de réclusion et de service, apparemment satisfaites de leur choix. Cependant, sous cette apparence de tranquillité monastique, de subtiles tensions subsistaient. Dans les mois précédant leur disparition, certains habitants de Siguanza avaient remarqué des changements dans le comportement des 3 religieuses. Sœur Lucia semblait plus réservée que d'habitude, Sœur Teresa avait été vue consultant de vieux dossiers à la bibliothèque municipale, et la jeune Maria del Carmen avait eu plusieurs rencontres avec le curé de la paroisse, le père Guillermo Sanchez, conversation qui semblait la laisser visiblement perturbée. Alors que l'hiver 1991 avançait, avec son manteau froid et son obscurité précoce, personne n'aurait pu imaginer que ces 3 femmes, unies par leur foi et leur vie commune, allaient disparaître dans la nuit, laissant derrière elles un mystère qui perdurerait pendant plus de 3 décennies. La veille de leur disparition, un visiteur inhabituel arriva au couvent. Un homme d'âge moyen vêtu d'un costume sombre demanda à parler à la mère supérieure. Personne ne connaissait la raison de cette visite, mais ce soir-là, pendant le dîner, les 3 religieuses qui allaient bientôt disparaître touchèrent à peine à leur nourriture. Un silence différent et plein de tension s'était installé entre elles. Le 18 février 1991, il faisait exceptionnellement froid à Siguanza. Une fine couche de givre recouvrait les champs et les toits du couvent brillaient dans la pâle lumière de l'aube. Pour les sœurs Lucia Teresa et Maria del Carmen, ce lundi commença comme n'importe quel autre jour. Elles se levèrent à 5 heures du matin pour la prière de matine, leur voix se mêlant dans la chapelle encore sombre, éclairée seulement par la faible lumière des bougies et un rayon de lune qui filtrait à travers la rosace. Sœur Lucia dirigea le chœur avec sa précision habituelle, bien que sœur Catalina l'organiste remarqua que sa voix tremblait légèrement dans certains passages, chose inhabituelle pour elle après le petit déjeuner composé de pain frais et d'une tasse de café au lait. Chacune vaqua à ses tâches habituelles. Sœur Lucia s'enferma dans les archives du couvent où elle cataloguait de vieux manuscrits depuis des semaines. Sœur Teresa passa la matinée à l'infirmerie à préparer des infusions médicinales pour l'une des sœurs aînées qui souffrait d'arthrite. Maria, de son côté, del Carmen travaillait au jardin, malgré le froid, recouvrant soigneusement certaines plantes délicates pour les protéger du gel nocturne. En milieu de matinée, le facteur apporta une enveloppe recommandée adressée à sœur Lucia. Iné Gomez. La jeune novice qui reçut la correspondance se souviendra plus tard du changement de visage de sœur Lucia lorsqu'elle vit l'expéditeur. Elle pâlit, comme elle le déclara plus tard à la garde civile. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut s'asseoir pour l'ouvrir. Pendant le déjeuner, les 3 religieuses s'assirent. Réunies à une extrémité de la longue table du réfectoire, chose inhabituelle puisqu'elle était habituellement répartie entre les autres sœurs, elles parlaient à voix basse, et bien que le règlement interdise les conversations pendant les repas, la mère supérieure, sœur Pilar Dominguez, ne leur prêta aucune attention. Elle avouera plus tard avoir cru percevoir une certaine urgence dans leurs murmures, ce qui l'empêcha d'intervenir. La dernière personne extérieure au couvent à avoir aperçu les 3 religieuses fut Javier Mendez, un agriculteur de 57 ans qui livrait régulièrement des légumes à la cuisine du couvent. Les 3 sœurs se tenaient près de la porte de derrière, près des réserves,
déclara la cadette sœur Maria del Carmen. Elle semblait avoir pleuré. Elles me saluèrent comme d'habitude, mais il y avait quelque chose d'étrange chez elles. La sœur aînée portait sous le bras un paquet enveloppé dans un tissu sombre. Je n'y prêtai aucune attention. Puis, vers 18 heures, alors que les sœurs se réunissaient pour les vêpres, les trois religieuses ne se présentèrent pas. La mère supérieure envoya sœur Catalina à leur recherche, pensant que sœur Teresa s'était peut-être occupée de la malade, mais personne ne les trouva dans leur cellule. Ses rares effets personnels étaient vides et intacts dans la chambre de Maria del Carmen. Son journal intime n'était pas à sa place habituelle sous le matelas. Dans la cellule de Teresa, le petit médaillon en argent qu'elle portait toujours autour du cou avait été laissé sur la Bible ouverte sur le psaume 55. Si seulement j'avais des ailes comme celles d'une colombe, je m'envolerais et me reposerais. À 20 heures, inquiète de son absence prolongée, la mère supérieure appela le curé de Siguenza qui lui conseilla de contacter immédiatement la garde civile. À 9h30, 2 agents arrivèrent au couvent et commencèrent les recherches. À ce moment-là, la température était descendue en dessous de zéro et une légère neige commençait à tomber sur la ville. Les premières recherches se concentrèrent sur le terrain du couvent, le verger, l'ancienne cave à vin et le cimetière où des générations de religieuses avaient reposé. Elle s'étendit ensuite à la forêt voisine et aux routes menant à la ville. Cette nuit-là, alors que la neige s'intensifiait, 20 volontaires ratissèrent la zone avec des lampes de poche et des chiens, sans trouver la moindre trace des trois femmes. Le plus déconcertant pour les enquêteurs fut l'absence totale d'empreintes dans la neige fraîchement tombée. Comme si les trois religieuses s'étaient volatilisées, ne laissant aucune trace, si ce n'est les questions qui commençaient à s'accumuler comme neige dans l'air. 2 jours plus tard, un détail apparemment insignifiant attira l'attention du sergent Ramirez, chargé de l'affaire. Dans la bibliothèque du couvent, un volume des demeures de Sainte Thérèse d'Avila était posé à l'envers sur une étagère. En l'examinant, il découvrit une page marquée d'un fil rouge dans le chapitre consacré à l'intérieur du château des Muses. Dans la marge, en minuscules lettres, quelqu'un avait écrit « La vérité est dans les profondeurs, non dans les hauteurs ». Était-ce un indice laissé intentionnellement ou une simple coïncidence? À ce moment-là, personne ne pouvait le savoir. Tandis que l'enquête se poursuivait, la communauté de Siguenza commençait à se diviser entre ceux qui croyaient à un enlèvement et ceux qui soupçonnaient une fuite volontaire des religieuses. Personne n'aurait pu imaginer alors que la réponse resterait cachée pendant plus de 3 décennies, ni l'impact qu'elle aurait lorsqu'elle serait enfin révélée. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, et enfin les mois en années. Sans nouvelles de sœur Lucia Teresa et Maria del Carmen, la vie de la communauté du couvent Santa Maria devait continuer, marquée pourtant par une blessure jamais complètement cicatrisée. La mère supérieure sœur Pilar vieillit prématurément au cours des années suivantes, le visage sillonné de rides qui ressemblaient à des cartes d'inquiétude et de doute sans réponse. Chaque soir, avant de se coucher, elle ajoutait une prière spéciale pour les sœurs disparues. La cellule de sœur Lucia resta intacte pendant des années, transformée en une sorte de sanctuaire officieux. Ses cahiers de musique, ses lunettes de lecture posées sur une Bible usée, le chapelet en grains d'olivier qu'elle avait rapporté de Terre Sainte, tout était resté tel qu'elle l'avait laissé ce dernier matin de février. Les jeunes novices qui rejoignirent le couvent plus tard grandirent en entendant des histoires sur la sœur à la voix ferme qui dirigeait le cœur comme si elle s'adressait directement aux anges. L'absence de sœur Teresa se fit particulièrement sentir parmi les personnes âgées de Siguenza, qui dépendaient de ses connaissances médicales et de sa compassion. Doña Remedio Lopez, qui avait 82 ans en 1991, a conservé jusqu'à sa mort un petit flacon du baume contre les rhumatismes que Teresa lui avait préparé. Il n'a jamais eu le même effet que celui qu'on m'a donné plus tard. Elle disait, parce que sœur Teresa avait quelque chose de spécial dedans. Amour, le vide le plus douloureux fut peut-être celui laissé par Maria del Carmen. Son jardin qui avait été une oasis de vie et de couleurs se fana peu à peu sous les soins d'autres mains moins habiles. Les étranges variétés de fleurs qu'elle avait réussi à cultiver dans ce climat difficile ne survécurent pas au 2e hiver après sa disparition, comme si la terre elle-même pleurait son absence hors des murs du couvent. La vie à Siguenza subit des changements plus radicaux. Le mystère des religieuses disparues attira d'abord des journalistes des médias nationaux et même étrangers. Pendant des semaines, caméras de télévision et photographes envahirent les rues médiévales de la ville. Le bar Castilla en face de la cathédrale n'avait jamais eu autant de clients que dans ses premiers mois de 1991. Son propriétaire Anselmo Garcia créa même un menu des sœurs, un plat combiné qui devint une attraction touristique macabre. Avec le temps, l'intérêt des médias s'est estompé. D'autres faits divers firent la une des journaux.
La guerre du Golfe, les Jeux Olympiques de Barcelone qui se préparaient pour 1992, le traité de Maastricht, l'affaire fut reléguée à des articles occasionnels dans des magazines de mystères sans solution ou des émissions de télévision de fin de soirée sur événements paranormaux. Certains sont allés jusqu'à suggérer des théories d'enlèvement extraterrestre ou de pactes démoniaques qui ont causé une profonde douleur à la communauté religieuse et aux familles des disparus. Les familles étaient peut-être celles qui ont le plus souffert dans les limbes de l'incertitude. Les parents de María del Carmen Antonio et Mercedes Alonso, agriculteurs d'une petite ville d'Estrémadure, se rendaient à Siguenza chaque anniversaire de la disparition. Restait toujours dans la même modeste pension près de la gare. Ils passaient des heures assis sur un banc devant le couvent, comme s'ils attendaient l'apparition de leur fille à tout moment. Mercedes mourut en 2005, n'ayant jamais perdu espoir. Antonio perpétua la tradition jusqu'en 2010, date à laquelle sa santé l'empêcha de voyager. Le frère de sœur Teresa, Gabriel Bosch, avocat barcelonais, prit une autre voie. Il engagea des détectives privés, offrit des récompenses pour toute information, fit pression sur les politiciens et se rendit même à Rome pour solliciter l'intervention du Vatican. Leur mariage ne survécut pas à l'obsession de retrouver leur sœur, et leurs enfants grandirent dans l'ombre d'une tante qu'ils ne connaissaient que par des photos et par les histoires de plus en plus élaborées que leur père racontait à son sujet. Sœur Lucia n'avait aucun parent direct vivant, seulement une nièce, Carmen Martinez, enseignante à Valladolid. Pendant des années, Carmen conserva un petit hôtel avec une photo de sa tante dans son salon. Chaque 18 février, elle allumait une bougie et observait une minute de silence, non pas pour la pleurer, comme elle l'expliquait à ses étudiants curieux, mais pour la célébrer. Sa vie ou qu'elle vive pendant ce temps. L'enquête officielle Langui a déclaré que le sergent Ramirez avait promis de ne pas se reposer jusqu'à ce qu'il résolve l'affaire. A été transféré à Almeria en 1993, son remplaçant a examiné le dossier, a mené des entretiens de routine et a finalement classé l'affaire comme non résolue en raison du manque de preuves concluantes. La théorie officielle penchait vers une fuite volontaire, peut-être motivée par une crise de foi ou des problèmes internes au couvent. Mais aucune preuve n'a jamais été trouvée pour soutenir cette hypothèse. En 1998, le journal Siguenza a publié un article spécial pour le 7e anniversaire de la disparition. Le journaliste Joaquín Vega a suggéré une nouvelle théorie: les religieuses auraient pu fuir pour protéger quelqu'un. Il a souligné le cas d'un jeune homme de la ville, Martin Herrera, qui avait été accusé de vol et qui, selon certains témoignages, avait été vu en conversation avec sœur María del Carmen quelques jours avant la disparition. Martin, qui à cette époque purgeait une peine pour un autre crime, a nié tout lien avec l'affaire. La théorie n'a pas prospéré mais a semé le doute dans l'esprit de certains. Au fil des années, l'affaire l'histoire des religieuses disparues devint une légende locale et fit partie du folklore de Siguenza, au même titre que les fantômes du château et les apparitions mariales à l'ermitage de San Roque. Les enfants du village grandirent en entendant des versions de plus en plus fantaisistes, et la forêt près du couvent devint un lieu qu'ils évitèrent la nuit tombée. En 2015, une lueur d'espoir naquit lorsqu'une femme âgée ressemblant étrangement à sœur Lucie fut photographiée sur un marché de Quito, en Équateur. Gabriel Bosch s'envola immédiatement pour l'Amérique du Sud, découvrant qu'il s'agissait d'une religieuse espagnole d'un autre ordre, missionnaire en Équateur depuis les années 1970. La déception fut telle que Gabriel fut victime d'une légère crise cardiaque et dut être hospitalisé à Quito pendant 2 semaines. La vie continua donc à Siguenza. Le couvent accueillit de nouvelles vocations, mais ne retrouva jamais le prestige et la vitalité qui l'avaient caractérisé. La ville connut le même déclin que de nombreuses zones rurales d'Espagne. Les jeunes migrèrent vers les grandes villes et les commerces traditionnels devinrent la norme. Ils fermèrent. Le patrimoine historique se détériorait lentement en raison du manque de fonds pour sa conservation. Un seul homme a maintenu la flamme de l'enquête allumée pendant toutes ces années. Agustin Torres, qui en 1991 était un jeune garde civil de 24 ans récemment arrivé à Siguenza, avait participé à la recherche initiale après avoir pris une retraite anticipée en raison de problèmes de santé en 2018. Il a consacré son temps à recueillir des informations sur l'affaire en interrogeant à nouveau certains témoins. Déjà très âgé et passant en revue de vieux dossiers, peu de gens en ville prenaient au sérieux son hobby, comme il le qualifiait avec un sourire ironique, et personne n'imaginait que ce serait précisément lui qui serait présent lorsque, 32 ans plus tard, le premier véritable fragment de vérité éclaterait enfin au grand jour. C'est Agustin qui, par un après-midi pluvieux de mars 2023, reçut un appel qui allait tout changer. À l'autre bout du fil, la voix nerveuse de Manuel Duran, un maçon engagé pour la rénovation de l'aile et du couvent, lui racontait une découverte inquiétante derrière un faux mur de l'ancienne bibliothèque. Le 23 mars 2023, alors que le doux soleil printanier commençait à réchauffer les champs autour de Siguenza, Manuel Duran, un maçon de 42 ans, travaillait à la rénovation de l'ancienne bibliothèque du couvent Santa Maria. Le projet, financé par une subvention du ministère de la Culture pour la conservation du patrimoine historique,
visait à transformer l'espace en un petit musée d'art sacré. Manuel, un homme discret avec 20 ans d'expérience dans la restauration de bâtiments historiques, avait retiré les panneaux. Panneaux de bois détériorés recouvrant une partie du mur nord. Lorsqu'il remarqua quelque chose d'étrange au début, je pensais que c'était juste de l'humidité, il m'expliquerait plus tard, mais quand il le frappa avec le marteau, le son était différent, creux, comme s'il y avait un espace derrière lui. Soigneusement, Manuel retira d'autres panneaux et découvrit une petite cavité dans le mur de pierre. L'espace d'axe en grave peine 30 cm de profondeur avait été scellé avec du plâtre puis caché derrière les panneaux de bois à l'intérieur, enveloppé dans un tissu ciré qui l'avait protégé de l'humidité. Il trouva un paquet rectangulaire. Ses mains, habituées à manipuler des outils lourds, tremblaient légèrement en déballant la trouvaille. C'était un journal en cuir marron, ses pages jaunies par le passage du temps. Sur la première page, une écriture soignée identifiait son propriétaire: propriété de María del Carmen Alonso, serviteur de Dieu et de la vérité, 1990-1991. Manuel resta immobile, la poussière de plâtre flottant autour de lui dans la lumière qui filtrait à travers l'étroite fenêtre. Il connaissait l'histoire des religieuses disparues comme tout le monde à Siguenza, mais pour lui cela avait toujours été une histoire, une légende locale comme tant d'autres. Maintenant il tenait dans ses mains quelque chose qui transformait le mythe en réalité tangible. Son premier élan devait appeler la mère supérieure à Actualilia, mais quelque chose l'en empêcha. Un nom lui vint à l'esprit: Agustin Torres l'Ancien. Garde civil qui était obsédé par l'affaire depuis des années. Manuel et Agustin n'étaient pas des amis proches, à peine des connaissances qui se croisaient occasionnellement au bar Castilla, mais tout le monde à Siguenza connaissait le dévouement des Agustins au mystère des religieuses. Avec le journal soigneusement conservé dans son sac à dos de travail, Manuel demanda une pause et quitta le couvent depuis son téléphone portable. Il appela Agustin 45 minutes plus tard. Les deux hommes se rencontrèrent. Ils trouvèrent le journal dans le modeste appartement des Agustins, posé sur la table de la cuisine comme une bombe sur le point d'exploser. Nous devrions le remettre aux autorités, dit Manuel, son visage reflétant le combat intérieur entre le devoir civique et la curiosité. Agustin, un homme mince de 56 ans aux cheveux prématurément blancs, passa une main tremblante sur la couverture du journal. Nous le ferons, assura-t-il, mais nous devons d'abord savoir ce qu'il contient. Cela fait 32 ans, Manuel. 32 ans de questions sans réponse, posées avec un soin révérencieux. Agustin ouvrit le journal. Les premières pages contenaient des notes courantes sur la vie du couvent, des commentaires sur la météo, des notes sur le jardin, des réflexions spirituelles. L'écriture de María del Carmen était claire et ordonnée, celle d'une personne habituée à la discipline. Mais à mesure qu'il lisait, le ton commença à changer. Les notes de novembre 1990 témoignaient d'une anxiété croissante. Novembre 1990. Aujourd'hui, Sœur Teresa m'a confié quelque chose qui m'a laissé sans voix. Je ne peux l'écrire ici, même pas dans ces pages privées. Si c'était vrai, mon Dieu, aidez-moi à comprendre. Pour pardonner, les entrées sont devenues de plus en plus énigmatiques, avec des références aux documents, au secret du sous-sol et à la trahison du 5 janvier 1991. María del Carmen a écrit: Sœur Lucia a confirmé l'authenticité des documents trouvés par Teresa. Nous ne pouvons plus garder le silence, mais qui nous croira? Vers qui pouvons-nous nous tourner lorsque les murs qui nous entourent ont été construits avec des mensonges? Agustin et Manuel échangèrent des regards étonnés tandis qu'ils continuaient à lire. La dernière entrée datée du 17 février 1991, la veille de la disparition, était particulièrement troublante. Demain nous partirons. Sœur Lucia a reçu la confirmation que nous attendions. L'homme au costume sombre a apporté la preuve finale. Il n'y a plus de retour en arrière maintenant. Si quelqu'un trouve ce journal un jour, il saura que nous n'avons pas fui par lâcheté mais par nécessité. La vérité doit éclater, mais nous ne pouvons pas le faire d'ici. Nous sommes surveillés. Le père Guillermo n'est pas celui qu'il prétend être. Le sous-sol sous la chapelle contient plus que des reliques et du vieux vin. Que Dieu nous pardonne ce que nous sommes sur le point de faire et qu'il pardonne à ceux qui ont transformé sa maison en un repère de mensonges. Quand il arriva à cette page, Manuel laissa échapper un léger sifflement d'étonnement. Le sous-sol, que diable y a-t-il dans le sous-sol? Agustin ne répondit pas. Immédiatement son esprit fonctionnait à toute vitesse, reliant des fragments d'informations accumulés au fil des années. Le père Guillermo Sanchez, mentionné dans le journal, avait été le curé de Siguenza jusqu'en 1995. Date à laquelle il fut soudainement transféré dans une paroisse des îles Canaries. Était décédé en 2010 et le sous-sol sous la chapelle, selon les anciens plans du couvent que Agustin avait étudiés, existait un réseau de passages souterrains et de chambres qui remontait à l'époque de l'Inquisition. Bien qu'officiellement ils aient été scellés au XIXe siècle. Nous devons aller au couvent, dit-il finalement. À cet instant, Manuel pâlit. Es-tu fou? Ne pouvons-nous pas simplement entrer et commencer à chercher dans le sous-sol? Nous avons besoin de permis, autorisation de la mère supérieure. Cela fait 32 ans, interromput Agustin, sa voix ferme. Pour la première fois, si nous attendons les permis officiels, quiconque est impliqué dans cela aura le temps de nettoyer toutes les preuves. Vous avez accès au couvent à travers le chantier de construction. J'ai de l'expérience en matière d'enquête et nous avons tous deux l'obligation morale de découvrir ce qui est arrivé à ces femmes. Après une heure de débat tendu, ils sont parvenus à un compromis.
Ils préviendront la garde civile, mais avant cela, l'après-midi même, Manuel conduira Augustin au couvent sous prétexte de le consulter sur les aspects historiques de la restauration. Ils tenteront d'inspecter le sous-sol pour vérifier s'il y avait quoi que ce soit qui mérite une enquête officielle. Ce qu'ils découvriront dans ce sous-sol poussiéreux, éclairé uniquement par la lampe torche du téléphone portable de Manuel, dépassera leurs pires espérances et déclenchera une série d'événements qui ébranleront non seulement les fondations du couvent Santa Maria, mais aussi celles de toute la communauté de Siguanza et même d'institutions bien plus puissantes. Car derrière un vieux casier à vin, ils découvriront une porte métallique rouillée, mais étonnamment moderne, protégée par un cadenas qui semblait avoir été ouvert et fermé régulièrement depuis des années. Et sur le mur à côté, écrit avec ce qui semblait être la pointe d'un objet pointu, un message qui le rendrait jaloux. « Sœur, pardonnez-nous. Consultez les archives diocésaines, dossier 1943b. Que Dieu ait pitié de nous tous. » La découverte au sous-sol du couvent déclencha une avalanche d'événements. Augustin et Manuel, conscients de la gravité de leur découverte, contactèrent immédiatement le lieutenant Rodrigo Vega, de la garde civile de Guadalajara. Vega, un officier méticuleux de 38 ans, rompu aux affaires complexes, arriva à Siguanza le soir même, accompagné de 2 agents et d'un technicien médico-légal. La porte métallique du sous-sol fut officiellement ouverte en présence de la supérieure, sœur Emilia, une femme de 72 ans entrée au couvent après la disparition des 3 religieuses et qui ne connaissait l'affaire que par l'histoire de l'institution. Son visage exprimait un mélange d'incrédulité et de peur lorsque les agents forcèrent le cadenas rouillé. Derrière la porte, ils découvrirent une petite pièce d'axe en grave peine 12 mètres carrés, au mur en pierre apparente et au sol en ciment. À première vue, elle semblait désespérément vide. Quelques étagères métalliques, des cartons soigneusement empilés, un bureau ancien et une chaise. Cependant, lorsque le technicien médico-légal commença à examiner l'espace avec sa lampe ultraviolette, l'inattendu se produisit. Sur le sol en ciment, invisible à l'œil nu, on distinguait des taches sombres formant un motif circulaire. Les analyses préliminaires confirmèrent ce que tout le monde craignait, du sang humain très ancien, mais conservé dans l'environnement sec et froid du sous-sol. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a eu un crime. Le lieutenant Vega, remarquant la pâleur du visage de sœur Emilia, aurait pu être une explication innocente, mais les cartons racontaient une autre histoire. Ils contenaient des documents financiers datant de 1975 à 1991, méticuleusement classés, parmi lesquels des reçus de virements bancaires vers des comptes en Suisse et aux îles Caïmans, des accords avec des sociétés pharmaceutiques et des photographies très troublantes d'enfants âgés de 8 à 12 ans, portant des numéros d'identification inscrits au dos du dossier, 1943b des archives diocésaines. Murmura Augustin, se souvenant de l'inscription sur le mur, quelle qu'elle soit, qui semble être la pièce maîtresse de ce puzzle. Le lieutenant Vega hocha gravement la tête. Tout d'abord, nous allons sécuriser cette scène dès demain matin. Nous demanderons une ordonnance du tribunal pour accéder aux archives diocésaines cette nuit-là pendant que Siguanza dormait inconscient du tremblement de terre qui était sur le point d'ébranler ses fondations. 3 personnes ne pouvaient pas dormir. Augustin tourmenté par les images de ses photos d'enfance Manuel qui ne pouvait s'empêcher de se demander quels autres secrets se cachaient dans les murs qu'il avait restaurés et Elena Sanchez, une journaliste du journal de Guadalajara qui, alertée par un contact anonyme, était discrètement arrivée en ville au crépuscule le lendemain matin alors que la nouvelle de la découverte dans le couvent commençait à filtrer à travers Siguanza. Le juge Francisco Molina a signé l'autorisation d'examiner le dossier 1943b. Les archives diocésaines situées dans un bâtiment attenant à la cathédrale étaient gérées par le père Ignacio Bermudé, un prêtre âgé qui avait été archiviste pendant des décennies. Dossier 1943b, murmura-t-il avec confusion lorsque le lieutenant Vega lui présenta l'ordonnance du tribunal. Je ne me souviens d'aucun dossier avec cette classification. Notre système de catalogage utilise des années et des noms et non des lettres. Après 2 heures après une infructueuse après une recherche, le père Bermudé s'arrêta devant un vieux coffre-fort encastré dans le mur de son bureau. Un document à la nomenclature aussi inhabituelle ne pouvait se trouver qu'à un seul endroit dans les archives. Seul l'évêque et moi y avions accès. Les mains tremblantes d'arthrite, le vieux prêtre composa la combinaison. La lourde porte s'ouvrit, révélant un petit espace contenant à peine une douzaine de dossiers. Un dossier bleu délavé portait l'étiquette 1943b. « Je ne comprends pas », murmura le père Bermudé. Il n'avait jamais vu ce dossier auparavant, et je suis archiviste depuis 27 ans. Le lieutenant Vega prit le dossier avec des gants en latex et l'ouvrit avec précaution. Son contenu était troublant. Des rapports détaillés sur ce qui semblait être un programme d'adoption internationale mis en place au couvent Santa Maria entre 1975 et 1990. Les documents suggéraient que des enfants,
principalement issus de familles vulnérables d'Amérique latine, étaient amenés en Espagne avec la promesse d'une éducation et d'opportunités, puis adoptés par de riches familles européennes en échange de dons substantiels. Une lettre particulièrement révélatrice, signée par l'évêque de Siguanza Guadalajara de l'époque, Mgr Eduardo Valverde, décédé en 2005, autorisait le père Guillermo Sanchez à poursuivre l'œuvre caritative, en maintenant la discrétion habituelle et les canaux établis. La lettre était datée de janvier 1987, au moment même où les adoptions internationales commençaient à être mieux réglementées en Espagne, mais le plus choquant était un rapport médical joint, signé par le docteur Teresa BCH en 1988, 3 ans avant de prononcer ses vœux sous le nom de Sœur Teresa. Le rapport détaillait des irrégularités inquiétantes dans le traitement des enfants, notamment une sédation excessive lors des transferts et de possibles cas de maltraitance. Le document se terminait par une phrase soulignée. « Je ne peux plus être complice de cela. Ma conscience ne me le permet pas. Dieu Tout-Puissant, murmura le père Bermudé, qui avait pâli en lisant par-dessus l'épaule du lieutenant. Il est impossible que cela ait pu se produire sans que personne ne le sache. Quelqu'un le savait. Agustin répondit en désignant une note manuscrite jointe au rapport. Il s'agissait d'une page arrachée d'un carnet à en-tête du couvent de Santa Maria, écrite de l'écriture ferme que Agustin reconnut alors comme celle de sœur Lucie. J'ai confronté le père Guillermo aux preuves recueillies par Teresa, et il a menacé de nous poursuivre pour vol de documents. Confidentiel, je crains pour notre sécurité. Maria del Carmen a trouvé quelque chose dans les vieux dossiers du sous-sol qui pourrait nous protéger, mais nous devons agir vite. Pendant qu'ils examinaient les documents, le téléphone dans les archives a sonné d'une voix stridente. Le père Bermudé a répondu et son expression s'est transformée en alarme. La police est au couvent. Ils ont en effet trouvé autre chose lors de l'inspection détaillée du sous-sol. Les techniciens médico-légaux ont découvert une petite cavité derrière l'une des étagères à l'intérieur. Enveloppé dans du plastique et préservé par l'environnement sec se trouvait un vieux téléphone portable, un Nokia des années 90 avec une note manuscrite attachée. Le dernier code de preuve 18109. Le numéro correspondait à la date de la disparition des religieuses 1879. Lorsque les techniciens ont réussi à activer le vieux téléphone avec une batterie compatible, ils ont trouvé un seul fichier audio enregistré. La qualité était médiocre mêlée. Voix était clairement reconnaissable. Le père Guillermo se disputant vivement avec sœur Lucia. Ils ne peuvent rien prouver. On pouvait entendre le prêtre dire que ce ne sont que des spéculations. Qui croiraient 3 religieuses contre la parole d'un curé et d'un évêque? Nous avons les documents. La voix ferme de sœur Lucie répondit. Et Teresa a des contacts à Barcelone, prêt à parler aux journalistes et aux avocats. Et que pensez-vous qu'il vous arrivera si cela éclate? Au couvent, à l'église? Pensez au scandale, aux atteintes à la foi de tant de personnes. Le plus grand tort à la foi est d'utiliser le nom de Dieu pour justifier des crimes. La voix de sœur Lucie tremblait d'indignation. Ces enfants méritent justice. Leur famille mérite la vérité. L'enregistrement s'interrompit brusquement dans un bruit sourd, comme une détonation ou une porte qui claque. Cet après-midi-là, alors que la nouvelle commençait à filtrer dans les médias nationaux grâce à Elena Sanchez, qui avait publié un article préliminaire dans l'édition en ligne du journal de Guadalajara, un appel anonyme arriva à la garde civile de Siguanza. Une voix déformée électroniquement fournissait les coordonnées GPS précises d'une zone boisée à environ 40 km de la ville, accompagnée d'un message énigmatique. Regardez sous le chêne tombé. La vérité est enfouie depuis 32 ans, mais elle peut encore parler. Le lieutenant Vega organisa immédiatement une équipe pour enquêter sur le lieu indiqué. Alors que le soleil se couchait sur les champs de Castille, le mystère né lors d'une froide nuit de février 1991 semblait sur le point d'être résolu, mais personne n'était préparé à ce qu'il découvrirait sous ce chêne abattu, ni au choc qui secourait toute l'Espagne lorsque la vérité éclaterait enfin. Agustin Torres, autorisé à accompagner l'équipe de police en tant que consultant civil en raison de sa connaissance de l'affaire, sentit qu'ils étaient au bord du gouffre lorsque les véhicules tout-terrain. Lorsqu'elles reçurent des preuves plus concrètes, le ton du prêtre changea radicalement. Il menaça de les poursuivre en justice pour diffamation et leur rappela qu'elles avaient signé des vœux d'obéissance. C'est alors que les 3 religieuses décidèrent d'agir seules. Sœur Teresa contacta d'anciennes collègues de l'hôpital où elle avait travaillé à Barcelone. Sœur Lucia utilisa ses relations au sein de l'administration du couvent pour accéder à des documents confidentiels. La jeune Maria del Carmen, avec son énergie et sa détermination, se consacra à gagner la confiance des enfants et à documenter leurs histoires. Le tournant fut la découverte du dossier 1943B, mentionné dans une conversation privée entre le père Guillermo et un visiteur inconnu que Maria del Carmen avait entendu par hasard. En suivant cette piste, elles découvrirent que ce code ne faisait pas référence à une année précise, mais à un programme spécifique, le projet 1943B,
apparemment lancé par des secteurs ultraconservateurs de l'Église espagnole pendant l'après-guerre pour rééduquer les enfants de républicains. Au fil des ans, ce programme avait évolué, s'adaptant aux nouvelles circonstances et opportunités. La lettre expliquait comment, en février 1991, les 3 religieuses reçurent la visite d'un homme se présentant comme un journaliste d'investigation. Il leur montra des preuves que des enfants prétendument adoptés grâce au programme étaient utilisés dans des réseaux d'exploitation internationaux. Certaines des photographies et des documents qu'il leur montra se trouvaient dans la boîte. « C'est à ce moment-là que nous avons compris que nos vies étaient en danger », écrivit Sorluya. Le journaliste, dont nous taisons l'identité pour sa sécurité, avait reçu des menaces. 2 jours après sa visite, nous apprîmes que sa voiture avait été impliquée dans un accident apparent sur une route secondaire. Nous ne faisions plus confiance à personne au sein de l'Église, pas même à la police locale, qui avait toujours entretenu des relations étroites avec le père Guillermo. La lettre expliquait ensuite son plan, simuler sa propre disparition, emportant les preuves avec lui pour les transmettre aux médias internationaux et aux autorités hors d'Espagne. Ils avaient préparé cette boîte comme réserve, l'enterrant la veille de son évasion. Si tout s'est bien passé, nous aurons réussi à démasquer ce réseau criminel et nous serons protégés quelque part. Si vous lisez ceci, c'est qu'un terrible incident s'est produit. Enquêtez sur les personnes suivantes dont nous avons documenté l'implication. Suivait une liste de noms comprenant le père Guillermo, l'évêque Valverde, 2 fonctionnaires du ministère des Affaires sociales de l'époque, ainsi que plusieurs hommes d'affaires et banquiers. Des liens avec les fondations qui finançaient le programme ont été établis, mais le véritable choc est venu du dernier paragraphe de la lettre. Il y a une dernière information qui pourrait nous aider à nous retrouver, vivants ou morts, cette nuit-là. Que nous avions l'intention de fuir, nous devions retrouver notre contact, le journaliste, à la gare routière de Guadalajara à 2000 mètres. Il nous emmènerait à Madrid où un vol nous attendait. Nous savons que le père Guillermo se doutait de quelque chose. Nous l'avons vu suivre Maria del Carmen cet après-midi. Si nous n'avons pas atteint notre destination, regardez entre Siguenza et Guadalajara. La voiture qui devait nous récupérer était une Renault 21 grise, avec des plaques d'immatriculation de Madrid. Le nom du conducteur était Carlos Jiménez. Le silence qui a suivi la lecture de la lettre a été rompu par la sonnerie d'un téléphone. C'était le colonel Martinez, chef de l'UCO, appelant le lieutenant Vega. Les informations qu'il a relayées ont confirmé les pires craintes. En 1991, une Renault 21 avec la plaque d'immatriculation indiquée avait été retrouvée au fond d'un petit ravin à environ 20 km de Siguenza. L'affaire avait été enregistrée comme un accident de la circulation. Le conducteur identifié comme Carlos Jiménez, journaliste indépendant, était mort dans l'impact. Aucun autre passager n'avait été signalé présent, mais l'enquête avait été étonnamment superficielle. Nous devons exhumer ce véhicule immédiatement, ordonna le juge Molina, et je veux chaque centimètre du terrain autour du lieu de l'accident. Agustin Torres, qui avait entendu la conversation, sentit un frisson lui parcourir le dos. Après 32 ans, ils étaient sur le point de découvrir ce qui s'était réellement passé cette nuit de février, et craignaient que la vérité soit encore plus sombre qu'ils ne l'avaient imaginé. Le même après-midi, alors que des équipes spécialisées travaillaient à la localisation et à l'exhumation du véhicule accidenté, Elena Sanchez reçut un appel anonyme à Minemus, sa chambre d'hôtel à Siguenza. Une voix féminine âgée mais ferme parla brièvement. « Cherchez Gabriel Bosch à Barcelone. Il a la dernière pièce du puzzle. Un médaillon en argent que sa sœur a laissé en guise de message. » Gabriel Bosch, le frère de sa sœur Teresa, qui avait consacré des décennies à la rechercher, se trouvait dans une maison de retraite à la périphérie de Barcelone. À 81 ans, sa santé était fragile mais son esprit resta lucide lorsque les enquêteurs lui montrèrent les documents découverts. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues ridées. « J'ai toujours su que Teresa n'avait pas abandonné ses vœux de son plein gré, murmura-t-elle. Ma sœur était la personne la plus courageuse et la plus honnête que j'ai jamais connue. » Les mains tremblantes, Gabriel sortit d'un petit coffre qu'il gardait près de son lit le médaillon en argent que sa sœur avait laissé sur la Bible. Il l'ouvrit avec précaution, révélant ce que tout le monde avait pris pour un héritage familial, une petite photo de ses parents. Mais en y regardant de plus près, Elena remarqua quelque chose d'étrange sur les bords de la photo. « Il y a quelque chose derrière », dit-elle en utilisant une pince à épiler pour extraire délicatement l'image. Français en effet, caché derrière la photo de famille se trouvait une microfiche, un format utilisé avant l'ère numérique pour stocker des documents sous forme miniaturisée. Lorsqu'ils ont finalement réussi à lire son contenu dans un laboratoire spécialisé, ils ont trouvé ce qui semblait être la dernière pièce du puzzle. Des coordonnées GPS précises différentes de celles du chêne tombé, accompagnées d'une seule phrase au cas où nous échouerions, « Toute la vérité est ici ». Entre-temps, la Renault 21 avait été récupérée dans le ravin où elle était restée partiellement recouverte de végétation pendant plus de 3 décennies.
Un examen médico-légal préliminaire a confirmé que les freins du véhicule avaient été délibérément trafiqués, et une découverte encore plus troublante des traces de sang dans le coffre qui n'appartenait pas au conducteur. Suite aux coordonnées sur la microfiche, une nouvelle équipe de recherche s'est dirigée vers une zone reculée de la chaîne de montagnes de Cuenca. Après des heures de recherche méticuleuse, ils ont trouvé l'impensable. Une petite cabane abandonnée et à l'intérieur les restes de 3 femmes. L'identification médico-légale confirmerait ce que tout le monde craignait. Ils avaient trouvé les sœurs Lucia Teresa et Maria del Carmen. L'analyse préliminaire a indiqué qu'elles étaient mortes d'une exécution professionnelle. Blessures par balle avec des balles dans la nuque ainsi que leur reste un dernier message écrit à la hâte sur le mur en bois: pardonnez à ceux qui nous persécutent, la vérité triomphera. Et c'est ainsi que 32 ans après leur disparition, le sombre secret que les 3 courageuses religieuses avaient découvert fut enfin révélé. Elles n'avaient pas fui abandonnant leurs vœux comme certains l'avaient suggéré, qu'elles avaient donné leur vie en essayant de protéger des enfants innocents d'un réseau criminel opérant sous le couvert de la respectabilité ecclésiastique. Les mois qui ont suivi ces découvertes ont choqué toute l'Espagne. Le cas des religieuses de Siguenza, comme les médias l'ont surnommé, a déclenché l'une des plus grandes enquêtes sur le trafic d'enfants de l'histoire récente du pays. La documentation retrouvée méticuleusement conservée par les 3 religieuses a fourni des preuves irréfutables remontant à des décennies. L'enquête maintenant menée par l'Audience nationale étant donné la gravité et la portée internationale des crimes, a révélé un réseau qui avait opéré en toute impunité pendant près de 50 ans. Les documents ont permis d'identifier plus de 200 enfants qui avaient été illégalement séparés de leurs familles dans des pays comme la Colombie, le Pérou, le Guatemala et El Salvador, soi-disant pour leur donner une vie meilleure en Espagne. Beaucoup s'étaient retrouvés dans des situations d'exploitation dans divers pays européens, bien que beaucoup des principaux responsables soient déjà morts, y compris le père Guillermo Sanchez et l'évêque Valverde. Plusieurs de leurs collaborateurs étaient encore en vie. Parmi les arrestations figuraient 2 anciens fonctionnaires du ministère qui avaient fourni de faux documents, 3 hommes d'affaires qui avaient financé l'opération et un ancien membre de la garde civile de Siguenza qui avait aidé à dissimuler l'accident de 1991. L'impact sur Siguenza a été dévastateur pour la petite ville médiévale qui, pendant des décennies, avait coexisté avec le mystère en tant que légende locale. Elle devait maintenant faire face à une vérité beaucoup plus sombre. Certaines personnes âgées ont avoué avoir soupçonné Français faire quelque chose dans ces années après avoir vu des enfants apparaître et disparaître du couvent des véhicules arrivant la nuit, mais le respect de l'autorité ecclésiastique et la peur des représailles les avaient gardés silencieux. Le couvent de Santa Maria, après la clôture temporaire de l'enquête, les religieuses actuelles complètement inconscientes des faits historiques ont été transférées dans d'autres couvents de l'ordre. La conférence épiscopale espagnole a publié une déclaration officielle condamnant les événements et s'engageant à collaborer pleinement avec la justice. Bien que pour beaucoup ces mots soient arrivés trop tard pour les familles des 3 religieuses, la vérité a apporté une conclusion douloureuse, mais aussi une justification. Antonio Alonso, le père de Maria del Carmen, était déjà décédé, mais son frère Miguel a finalement pu apprendre le sort de sa nièce. J'ai toujours su qu'elle était une bonne fille, a-t-il déclaré aux médias d'une voix brisée. Maintenant, le monde sait qu'elle était aussi une héroïne. Gabriel Bosch, qui avait consacré sa vie à la recherche de sa sœur Teresa, a finalement pu lui donner une sépulture décente lors de la cérémonie qui s'est tenue à Barcelone. Il s'est souvenu de la jeune fille qui voulait devenir médecin pour guérir toutes les maladies du monde. À la fin, elle a dit qu'elle avait essayé de guérir une maladie beaucoup plus grave. Indifférence à la souffrance des autres. Carmen Martinez, la nièce de sœur Lucia, a décidé d'honorer la mémoire de sa tante en créant une fondation pour aider les victimes de la traite des êtres humains. Tante Lucia a toujours dit que la foi sans les œuvres est morte. Elle a vécu cette croyance jusqu'à la fin. L'aspect le plus significatif de l'affaire a peut-être été l'impact sur les victimes et leurs familles. Grâce au dossier détaillé tenu par les 3 religieuses, en particulier par Teresa, avec sa méticulosité médicale, il a été possible d'identifier de nombreux enfants victimes de la traite, maintenant adultes. Certains ont découvert pour la première fois leurs véritables origines, confrontés à une crise d'identité dévastatrice. D'autres qui avaient grandi en soupçonnant que quelque chose n'allait pas dans leur histoire ont finalement trouvé des réponses aux questions qui avaient marqué leur vie. Des rencontres ont été organisées entre parents biologiques et enfants séparés il y a des décennies, des larmes, des câlins, des histoires partagées, et dans de nombreux cas, la douloureuse constatation que le temps perdu ne pouvait pas le rattraper, mais la vérité, aussi tardive soit-elle, apporta une forme de guérison à Agustin Torres, l'ancien garde civil qui avait maintenu l'enquête en vie pendant des décennies. L'affaire validait le travail de toute une vie. Ce n'était jamais une obsession, expliqua-t-il à Elena Sanchez dans une interview exclusive. C'était une promesse. J'avais promis à ces femmes, même si elles étaient parties depuis longtemps, qu'un jour nous connaîtrions la vérité.
Manuel Duran, le maçon dont la découverte fortuite avait déclenché toute l'enquête, déclina toutes les propositions de paraître dans les médias ou d'écrire un livre sur son expérience. « J'ai simplement fait ce que toute personne décente aurait fait », insista-t-il. Elle a accepté de participer à la cérémonie de transformation du couvent Santa Maria en centre de documentation sur les droits humains, dédié spécifiquement à la lutte contre la traite des êtres humains. L'impact international de l'affaire a incité plusieurs pays à revoir leurs protocoles d'adoption. De nouvelles garanties et de nouveaux systèmes de vérification ont été mis en place pour prévenir des abus similaires. Les organisations de défense des droits humains ont cité cette affaire comme un exemple de la façon dont les institutions, même celles qui se veulent au service du bien social, peuvent être corrompues lorsque le pouvoir opère sans transparence ni responsabilité. Une plaque commémorative a été installée à l'ancien couvent, avec une simple inscription à la mémoire de Lucia Martinez Teresa Bosch et de Maria del Carmen Alonso, qui ont donné leur vie pour la vérité et la justice. 1991 à 2023 Siguanza. La petite ville médiévale a mis des années à se remettre du traumatisme collectif, mais la communauté a lentement commencé à se reconstruire sur des bases plus honnêtes. Les conversations difficiles, évitées pendant des décennies, ont finalement eu lieu. Les silences complices ont été remplacés par un engagement en faveur de la transparence. Elena Sanchez, la journaliste qui a donné la parole à cette histoire, a publié un livre très documenté sur l'affaire. Dans son épilogue, elle a déclaré « L'héritage le plus important des sœurs de Siguanza n'est peut-être pas seulement la révélation d'un réseau criminel ou la lenteur avec laquelle la justice a été rendue à ses victimes, mais la leçon que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le seul fondement sur lequel nous pouvons bâtir une société plus juste. » Ces trois femmes nous ont appris que la véritable foi ne se cache pas derrière des murs de silence, mais se manifeste dans le courage d'affronter l'obscurité, même au prix de sa propre vie. Chaque 18 février, jour anniversaire de leur disparition, une veillée est désormais organisée à Siguanza. Des citoyens de tous âges, dont beaucoup n'ont aucun lien direct avec les événements historiques, se rassemblent sur la Plaza Mayor avec des bougies allumées. Il ne s'agit pas seulement d'un hommage à ces femmes courageuses, mais d'un rappel que les secrets, aussi profondément enfouis soient-ils, finissent par être révélés. Dans l'ancienne bibliothèque du couvent, aujourd'hui transformée en exposition permanente sur l'affaire, le journal de Maria del Carmen Alonso occupe une place centrale, ouvert dans sa dernière entrée, comme un témoignage éternel de son courage. Si quelqu'un trouve ceci un jour, ils sauront que nous n'avons pas fui par lâcheté, mais par nécessité. La vérité doit éclater. 32 ans plus tard, cette lumière a enfin brillé, illuminant des recoins obscurs que beaucoup préféraient garder dans l'ombre et nous rappelant que la justice, même tardive, conserve son pouvoir de guérison. L'affaire des religieuses disparues nous montre comment la vérité, même cachée pendant des décennies, finit toujours par éclater. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Aviez-vous pu prédire l'issue? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé ce type de contenu et souhaitez en savoir plus sur d'autres cas mystérieux comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Aimez pour soutenir notre travail et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait également être intéressé par cette histoire. Oui.